Histoire de Rome, les conquêtes. Les Romains ont formé le plus puissant et le plus prestigieux empire de toute l'histoire de l'humanité. Ils ont dominé le monde méditerranéen pendant 6 siècles. Rome est l'ancêtre direct de la civilisation occidentale. Le latin est à l'origine de 5 langues modernes, le français, l'italien, l'espagnol, le portugais et le roumain. Le droit romain est à la base des systèmes juridiques actuels. L'Église catholique est le successeur spirituel de l'Empire romain. Les grandes puissances ont toujours rêvé d'établir une nouvelle Pax Romana qui viendrait unifier et civiliser le monde. Il est dommage que nous ayons délaissé l'enseignement du latin et du grec dans les années 1960. Les études anciennes formaient l'esprit d'analyse et nourrissaient le génie de la langue. Elles enrichissaient la culture par la communication avec le passé. Pour sortir de sa décadence, l'Occident devrait redécouvrir la grandeur de la civilisation gréco-latine. Il est encore plus dommage que l'Église catholique ait abandonné la messe latine après le Concile Vatican II. Le latin est l'une des 3 langues sacrées du christianisme, avec le grec et l'hébreu. Le latin favorisait l'unité, l'universalité et l'historicité de l'Église. En Europe, les frontières du catholicisme correspondent grosso modo à celles de l'ancien Empire romain. Les nations de langue latine sont catholiques, celles de langue slave sont orthodoxes et celles de langue germanique sont protestantes. Les Hébreux avaient l'esprit mystique, les Grecs l'esprit philosophique et les Romains l'esprit juridique. Les principes du droit civil contemporain sont largement issus du droit romain. L'Imperium Romanum a inspiré les conquérants de tous les temps, de Charlemagne à Hitler, en passant par Napoléon. La Pax Americana ne ressemble-t-elle pas d'ailleurs à la Pax Romana? L'histoire de la Rome antique se divise en 4 périodes. La monarchie, de 753 à 509 avant Jésus-Christ, la République, de 509 à 27 avant Jésus-Christ, le Haut Empire, de 27 avant Jésus-Christ à 284 après Jésus-Christ, et le Bas Empire, de 284 à 476 après Jésus-Christ. Les Romains prétendaient descendre des Troyens. Après la chute de Troie vers 1200 avant Jésus-Christ, le gendre du roi Priam, aîné, aurait conduit les survivants en Italie. Son fils Ascagne fonda ensuite la ville d'Albe, qui donnera naissance à Rome. Sous le règne d'Auguste, le poète Virgile a consigné cette tradition orale dans l'Énéide. C'est le chef-d'œuvre littéraire de la langue latine. L'Énéide est le pendant romain de l'Iliade et l'Odyssée d'Homère. En s'identifiant aux Troyens, les Romains cherchaient à se démarquer des Grecs, car Rome a toujours entretenu un rapport d'amour-haine avec la Grèce. Selon la légende, le roi d'Albe, Numitor, aurait été renversé par son frère Amulius. Ce dernier aurait abandonné les petits-fils jumeaux de Numitor, Romulus et Rémus, mais les nouveau-nés ont été sauvés par une louve qui les allaita, par des oiseaux qui leur apportèrent de la nourriture et par des bergers qui les ont recueillis. En 753 avant Jésus-Christ, Romulus a creusé un sillon sacré pour fixer les limites d'une nouvelle cité. Rémus se moqua de son frère en enjambant le sillon. Romulus le tua en disant « Que périssent tous ceux qui tenteront de franchir ce rempart. » Le nom de Rome vient de Romulus. La fondation de la cité marque l'an 1 du calendrier romain. Elle correspond à l'année 753 avant Jésus-Christ du calendrier chrétien. À l'origine, le peuple romain ne constituait guère qu'une tribu primitive en lutte permanente contre les autres tribus de la région du Latium. Les Étrusques formaient une puissante confédération au nord de Rome, dans l'actuelle province italienne de Toscane. Ce peuple guerrier venait d'Asie mineure. Ils ont enseigné aux Romains l'art de la guerre. Les combats de gladiateurs étaient probablement d'origine étrusque. Ils visaient à habituer les futurs soldats à voir le sang couler.
Les Grecs ont fondé des colonies en Sicile et en Italie du Sud. On appelait cette région la Grande Grèce. Les Grecs ont appris aux Romains à faire du commerce et à apprécier les arts et les lettres. Rome accueillait tous les exclus des tribus voisines, qu'ils soient criminels ou vagabonds. Mais la cité manquait de femmes. Les Romains ont enlevé les Sabines lors d'une cérémonie religieuse réservée aux femmes. La guerre qui s'ensuivit se termina par la fusion des deux peuples. Les rois devaient être alternativement romains puis sabins. Selon la légende, Romulus aurait été amené au ciel par le dieu de la guerre, Mars. Son successeur, le sabin Numa Pompilius, était un roi pacifique qui organisa les institutions religieuses de Rome. Chez les païens, le roi exerçait la fonction de grand prêtre du culte de la cité. Le roi romain Tullus Hostilius préférait la guerre comme son nom l'indique. Rome a combattu sa propre cité-mère, Albe. Le conflit s'est terminé par un duel entre les champions de Rome, les trois frères Horace, et ceux d'Albe, les trois frères Curias. Au début de l'affrontement, 2 Horaces ont été tués, mais les 3 Curias étaient blessés. Le dernier Horace fit mine de s'enfuir. Les Curias se sont séparés en le poursuivant. Horace revint alors en arrière pour les vaincre un à tour de rôle. La sœur d'Horace avait épousé un Curias. Voyant qu'elle pleurait la mort de son mari, Horace la tua. Pour un Romain, l'amour de la patrie était au-dessus de l'amour familial. Le roi sabin Ancus Marcius a fait construire le port d'Ostie sur le bord de la Méditerranée à quelques kilomètres de Rome. Les Romains ont commencé à faire des échanges commerciaux et culturels avec la Grande Grèce. L'influence grecque se fit lourdement sentir dès le règne de Tarquin l'Ancien. Celui-ci n'était ni romain ni sabin. Il était d'origine grecque. Rome était tombée sous une domination étrangère. Elle se développa néanmoins et elle étendit sa puissance sur toute la région du Latium. Le roi Servius Tullius était quant à lui d'origine étrusque. Il a renforcé Rome en faisant construire une muraille et en organisant le service militaire. Les citoyens étaient divisés en 5 classes sociales qui devaient servir dans l'armée à un poste qui correspondait à leur niveau de richesse, car les soldats devaient fournir eux-mêmes leur équipement et leur nourriture. Sous son règne, Rome dominait le Latium. Tarquin le Superbe, au sens d'orgueilleux, était à moitié grec et à moitié étrusque. Il dominait la noblesse romaine en s'appuyant sur le peuple. Il fit construire un réseau d'aqueducs et le premier cirque, ce qui favorisait la classe des artisans. Mais les Romains l'ont renversé en 509 avant Jésus-Christ. La révolution républicaine de 509, dirigée par Brutus, avait un caractère à la fois national et aristocratique. La noblesse romaine chassait un roi populiste d'origine étrangère. Les Romains en garderont une haine viscérale pour la monarchie. Ce régime politique leur rappelait trop l'époque où ils étaient dominés par les Grecs et les Étrusques. Une lutte de classe sociale a opposé les patriciens et les plébéiens pendant près d'un siècle et demi. Les patriciens avaient l'autorité politique et religieuse. Les plébéiens avaient la richesse économique. Les mariages étaient interdits entre les membres des deux classes. Pour obtenir l'égalité civile, la plèbe s'est retirée sur la colline de l'Aventin à 2 reprises, en 494 et en 449. Rome risquait alors de tomber aux mains des peuples voisins. Le patriciat devait faire des concessions. En 450, on remplaça le droit oral traditionnel par le principe des lois écrites. La République adopta la loi des 12 tables. C'était déjà un progrès, mais cette loi maintenait la ségrégation entre les patriciens et les plébéiens. Le conflit s'est réglé en 366 par l'adoption des lois de Licinius et Sextius. Les plébéiens pouvaient accéder aux postes politiques, la propriété terrienne était limitée, les dettes remises et les mariages interclasses permis.
une nouvelle noblesse émergera de la fusion du patriciat et de la plèbe. Étant désormais unie, Rome pourra prendre son envol. Les institutions politiques de la République s'inspiraient des lois athéniennes du sage Solon. Mais Rome était une société aristocratique et militaire, alors qu'Athènes était une société démocratique et marchande. Le Sénat était l'autorité suprême de la République. C'était une assemblée de nobles héréditaires. Il élisait 2 consuls pour des mandats d'1 an non successifs. Les consuls commandaient l'armée. Cette fonction était séparée en 2 pour éviter le retour de la monarchie. Les comices représentaient le peuple. Cette assemblée élisait 10 tribuns annuels pour gérer les affaires internes de la cité, comme l'agriculture et le commerce. Le grand pontife présidait les cérémonies religieuses publiques, les censeurs étaient les gardiens de la morale et des traditions, les questeurs percevaient les impôts et géraient les finances, les prêteurs rendaient la justice, les édiles s'occupaient des services publics comme la police. En cas de danger, le Sénat pouvait accorder les pleins pouvoirs à un dictateur pendant 6 mois. Dans les 3 premiers siècles de la République, les Romains étaient vertueux. Les citoyens étaient des paysans soldats, aussi ardents à manier la charrue que le glaive. L'historien Tite-Live a tracé un portrait idyllique, mais sans doute légendaire, des héros de Rome. Brutus n'a pas hésité à faire exécuter ses propres fils qui avaient comploté contre la République en essayant de ramener au pouvoir Tarquin le Superbe. La République était au-dessus de la famille. Lucrèce était une épouse fidèle qui a su résister aux avances du fils du roi Tarquin. Horatius Coclès a défendu un pont à lui seul contre toute l'armée étrusque pour couvrir la retraite des Romains. Caius Musius Scaevola a brûlé sa main droite pour la punir de ne pas avoir réussi à tuer le roi étrusque Porséna qui assiégeait Rome. Cincinnatus était le modèle du paysan soldat. Ce Romain de haute noblesse labourait lui-même sa terre. Le Sénat l'a nommé dictateur pour repousser les équoises qui menaçaient la cité. Cincinnatus a remporté la victoire en 18 jours et il a immédiatement abandonné la magistrature suprême pour retourner à sa charrue. Marcus Furius Camillus assiégeait la ville de Falyrie en 394. Le maître d'école des fils de la noblesse de Falyrie proposa au chef romain de lui livrer ses élèves en otage. Camillus refusa de profiter d'une pareille trahison. Il renvoya l'ignoble maître en le faisant fouetter par ses élèves. Le Sénat de Falyrie admira cet acte de justice et il offrit son alliance à Rome. Caius Fabricius fut envoyé en ambassade auprès du roi Pyrrhus d'Épire qui avait envahi l'Italie. Le roi grec lui offrit sans succès de l'argent pour qu'il trahisse Rome. Pyrrhus fit ensuite rugir un éléphant derrière son dos. Fabricius n'a pas bronché. On ne pouvait ni acheter ni effrayer un sénateur romain. Le consul Régulus a été vaincu et fait prisonnier par les Carthaginois. Ceux-ci l'envoyèrent à Rome pour présenter leurs offres de paix. Régulus fit serment de revenir à Carthage quel que soit le résultat de sa mission. Rendu à Rome, il encouragea le Sénat à poursuivre la guerre. Il retourna ensuite à Carthage, malgré les pleurs de sa femme et de ses enfants. Il savait qu'un horrible supplice l'attendait. Mais un Romain préfère mourir plutôt que de trahir un serment. Le censeur Caton l'Ancien défendait les traditions romaines contre l'influence hellénique. Il fit chasser tous les médecins grecs de Rome. À ses yeux, un Romain qui était trop malade pour combattre n'avait qu'à mourir. Cornelia Gracchus était la fille de l'illustre vainqueur d'Hannibal, Scipion l'Africain. Cette dame de haute noblesse avait un train de vie austère. Lorsque ses amis lui demandaient pourquoi elle ne portait jamais de bijoux, elle leur montrait ses enfants en disant « Voilà mes bijoux ». Cornelia incarnait les vertus de la matrone, la bonne mère de famille romaine.
Plusieurs peuples habitaient l'Italie primitive. Les tribus latines occupaient la région du fleuve Tibre au centre-ouest de la péninsule. Les cités étrusques étaient situées plus au nord. Les Samnites tenaient la chaîne de montagnes des Apennins. Les Gaulois habitaient la vallée du Pô. Les Grecs avaient fondé des cités au sud de l'Italie et en Sicile. La conquête de l'Italie par Rome prendra près de 2 siècles et demi. Les Romains se faisaient des alliés avec leurs anciens ennemis. Ils pratiquaient un impérialisme d'intégration plutôt que d'asservissement. Ils accordaient facilement la citoyenneté romaine aux classes supérieures des peuples vaincus. Mais gare aux cités qui se révoltaient contre l'hégémonie romaine. La répression était alors impitoyable. Rome dominait déjà le Latium à la fin du régime monarchique. Cette hégémonie locale était une extension de l'Empire étrusque. La révolution républicaine de 509 a libéré Rome de la domination étrangère, mais elle a du même coup affaibli sa position dans le Latium. La reconquête du Latium a pris 1 siècle, de 509 à 396. Les Romains ont soumis les Albains, les Sabins, les Volsques, les Équestres et les Étrusques. Cette phase de l'histoire romaine s'est terminée par la prise de Veii, la capitale de la puissante confédération des cités étrusques. Le consul Camillus a fait creuser un tunnel sous les murs de Veii qui résistait au siège depuis 10 ans. Ces 10 années de siège seraient-elles une réminiscence de la guerre de Troie? Il faut dire que l'historien romain Tite-Live a fait un récit plus ou moins légendaire des premiers siècles de la République, mais c'est la seule source qui puisse nous informer sur cette époque. En 387, les Gaulois du nord de l'Italie ont assiégé Rome. Cet événement a laissé un humiliant souvenir dans l'esprit des Romains. Quelques barbares ont réussi à pénétrer dans l'enceinte du Sénat. L'Assemblée resta impassible. Étaient-ce des hommes ou des dieux? Pour s'en assurer, un Gaulois tira la barbe d'un sénateur qui répondit en le frappant de son bâton. Les Gaulois ont alors massacré tous les vieux sénateurs. Une nuit, les Gaulois ont tenté d'escalader le mur du Capitole, la citadelle de Rome où se trouvaient les édifices publics. Les cris des oies sacrées du temple de Junon ont sonné l'alarme et les Romains ont repoussé les assaillants. Le Sénat a dû se résoudre à payer un lourd tribut pour que les Gaulois lèvent le siège. On dressa une balance. L'un des plateaux contenait du fer gaulois, l'autre de l'or romain. Les Gaulois avaient même falsifié les poids. Les Romains ont protesté, mais le chef gaulois, Brennus, a rajouté son épée dans la balance en disant avec mépris « Vae victis, malheur aux vaincus ». Mais Rome prendra bientôt sa revanche. En 367, le consul Camillus infligea aux Gaulois une cuisante défaite. Le Sénat lui décerna le glorieux titre de second fondateur de Rome. Caius Furius Camillus a été le plus illustre chef romain du IVe siècle avant Jésus-Christ. En 343, Rome a soumis Capoue, la plus riche cité de la Campanie au sud du Latium. La révolte des cités latines contre l'hégémonie romaine fut écrasée entre 340 et 338. Les Romains ont ensuite combattu pendant près de 40 ans les Samnites, les rudes montagnards des Apennins. En 321, les Samnites ont remporté une grande victoire au défilé des Fourches caudines près de l'actuelle ville de Naples. Le roi samnite humilia les prisonniers romains en les obligeant à passer sous un joug. Depuis ce temps, l'expression « passer sous les fourches caudines » signifie se soumettre à la volonté du plus fort. Mais les Romains ont vaincu la vaste coalition des Samnites, des Ombriens, des Étrusques et des Gaulois à la bataille de Santinium en 295. Les Romains ont ensuite conquis la Gaule cisalpine, effaçant ainsi leur humiliante défaite de 387.
Rome devait maintenant affronter la principale cité grecque du sud de l'Italie, Tarente. Les Grecs firent appel au roi d'Épire, Pyrrhus. C'était un cousin d'Alexandre le Grand, et il avait la réputation d'être le meilleur capitaine de son temps. Pyrrhus débarqua en Italie en 280 avec 20 000 hommes et une vingtaine d'éléphants. Les Romains n'avaient jamais vu ce type d'animal et ils ont d'abord été effrayés. Pyrrhus a remporté les batailles d'Héraclée et d'Osculum, mais en subissant de lourdes pertes. Encore une victoire semblable, dit-il, et je serai définitivement vaincu. L'expression « une victoire à la Pyrrhus » est entrée dans la langue française, elle désigne un succès trop coûteux. Mais les Romains ont vaincu Pyrrhus à la bataille de Bénévent en 275. Ils ont neutralisé les éléphants en agitant des torches enflammées sous leurs yeux. Tarente a capitulé en 272. Rome dominait maintenant toute l'Italie. En quittant l'Italie, Pyrrhus est passé devant la Sicile. Le roi d'Épire dit alors « Quel beau champ de bataille je laisse aux Romains et aux Carthaginois !» La cité maritime de Carthage en Tunisie a été fondée par les Phéniciens venus du Liban en 814 avant Jésus-Christ. En latin, le mot Carthage se dit punikos, ce qui signifie phénicien, d'où l'expression guerre punique. L'empire carthaginois s'étendait sur l'Afrique du Nord, l'Ibérie, les Baléares, la Corse, la Sardaigne et la Sicile. Son commerce dominait toute la Méditerranée occidentale. Selon une légende illustrée par Virgile dans le poème l'Énéide, la reine fondatrice de Carthage, Didon, aurait accueilli Énée et les survivants de la ruine de Troie. Didon tomba amoureuse du prince troyen et elle lui offrit de s'établir en Afrique du Nord. Mais la prophétie disait que les Troyens seraient à l'origine d'un nouveau peuple en Italie. Énée abandonna Didon, qui se suicida. Depuis ce jour, les Carthaginois et les Romains étaient d'irréductibles ennemis. Les Carthaginois étaient d'audacieux marins. Le pharaon d'Égypte confia au navigateur Hanon la mission de contourner l'Afrique. Certains auteurs disent qu'il a rejoint la mer Rouge en partant de la Méditerranée, d'autres qu'il se serait arrêté dans le golfe de Guinée. On a même avancé l'hypothèse que les Carthaginois auraient découvert l'Amérique bien avant Christophe Colomb. Les Carthaginois faisaient des sacrifices d'enfants au dieu Baal. Carthage est habituellement présentée comme une cité riche et corrompue, mais il faut souligner que nous ne la connaissons que par des textes romains et grecs. Lors du sac de Carthage en 146, les Romains ont incendié la bibliothèque qui contenait les annales de la cité. Les seules sources que nous ayons conservées de l'histoire punique proviennent donc de ses ennemis, qui ont fort probablement noirci le portrait. La première guerre punique eut lieu de 264 à 241 avant Jésus-Christ. Les Carthaginois étaient sur le point de prendre le contrôle du détroit de Messine entre la Sicile et l'Italie, ce qui pouvait couper le commerce entre Rome et la Grèce. Les forces en présence étaient inégales. Rome avait l'armée et Carthage la marine. C'était la lutte de la terre contre la mer. Mais le conflit ne s'est pas déroulé comme prévu. Sous les ordres d'Hamilcar Barca, les Carthaginois ont remporté de brillantes victoires terrestres en Sicile, pendant que les Romains remportaient des victoires navales en Méditerranée. Les Romains avaient appris l'art de la guerre navale en copiant le modèle d'une galère carthaginoise qui s'était échouée sur les rivages de l'Italie. Ils avaient ajouté une passerelle d'abordage qui permettait aux légionnaires romains de combattre à l'épée sur mer comme sur terre. Lorsque le consul Régulus osa débarquer sur les côtes de l'Afrique en 255, il subit une cinglante défaite. L'armée punique se composait de mercenaires grecs, gaulois et ibères, mais elle était aussi efficace que les soldats paysans de la République romaine. Les Carthaginois utilisaient des éléphants de combat à la manière orientale.
Épuisés par 23 années de guerre, les Romains et les Carthaginois ont signé en 241 un traité de paix. Les Siciles passaient sous l'hégémonie de Rome, mais ce n'était qu'une simple trêve. Les mercenaires de Carthage se sont révoltés parce qu'ils n'étaient plus payés. Cette rébellion fut évidemment encouragée, voire fomentée par Rome. Hamilcar réussit à la réprimer, mais au bout de 3 ans. Hamilcar Barca partit ensuite à la conquête de l'Ibérie, l'Espagne actuelle. Il voulait disposer des mines d'or et des ressources humaines de ce pays pour reprendre la lutte contre Rome. Le Sénat de Carthage ne soutenait pas Hamilcar. La noblesse punique avait un esprit marchand plutôt que militaire. À ses yeux, la paix était plus précieuse que l'honneur de la patrie. Hamilcar a donc fait de l'Ibérie son royaume personnel. Hamilcar préparait sa succession. Son fils Hannibal jura sur l'autel de Baal une haine éternelle aux Romains dès l'âge de 9 ans, et il tiendra magnifiquement sa promesse. Pendant ce temps, les Romains s'emparaient de la Corse et de la Sardaigne. En 219, Hannibal Barca assiège Sagonte, une cité ibérienne alliée à Rome. Ce fut le début de la Deuxième Guerre punique. Les historiens ont surnommé ce conflit la guerre d'Hannibal. Le général carthaginois avait la réputation d'être le meilleur stratège de tous les temps. On le classait même au-dessus d'Alexandre le Grand. Il faudra attendre Napoléon Bonaparte avant qu'un autre capitaine ne paraisse le surpasser. Les Romains s'attendaient à ce que les combats se déroulent essentiellement en Sicile, comme durant la guerre précédente. Hannibal les attaqua par surprise au nord de l'Italie. Il traversa à toute vitesse l'Espagne, les Pyrénées, la Provence et les Alpes pour surgir dans la vallée du Pô. Son armée comptait 40 000 hommes et 40 éléphants. Mais la moitié de ses soldats ont péri d'épuisement et de maladie durant la marche forcée. Hannibal lui-même a perdu l'usage d'un œil à la suite d'une méningite. Un seul éléphant a survécu au trajet. Il faut dire que le rôle des pachydermes était surtout d'impressionner les chefs gaulois qui ont laissé passer l'armée punique et qui lui ont même fourni des renforts. Hannibal a remporté de brillantes victoires au Tessin, sur la rivière Trébie et au lac Trasimène. Le Sénat romain confia la dictature à Fabius Cunctator, le temporisateur. Celui-ci opta pour une stratégie défensive de guérilla et de terre brûlée. Hannibal paraissait invincible en rase campagne. Mais le Sénat s'est impatienté, et il voulait en finir une fois pour toutes. Les consuls Varon et Polémile ont défié Hannibal à la bataille de Cannes en 216. Les Romains ont alors subi la plus grande défaite de leur histoire. Ils ont perdu plus de 50 000 hommes contre 6 000 pour les Carthaginois. Hannibal aurait pu marcher sur Rome, mais il préféra contourner la ville pour établir ses quartiers d'hiver à Capoue. La cité campanienne accueillit les Carthaginois à bras ouverts, trop heureuse de se libérer du joug romain. Hannibal, tu sais vaincre, mais tu ne sais pas utiliser ta victoire, lui aurait dit l'un de ses officiers. On raconte que les délices de Capoue ont ramolli l'armée punique. Ce n'est pas si vrai, car Hannibal restera invaincu pendant encore 14 ans. Les historiens, anciens et modernes, se sont demandé si Hannibal n'avait pas commis une erreur stratégique en refusant d'assiéger Rome. Probablement pas. Rome avait de puissantes murailles et les cités du Latium lui restaient fidèles. Les Carthaginois n'avaient pas les moyens de tenir un long siège en étant harcelés sur leurs arrières. Hannibal préférait se gagner l'alliance des peuples du sud de l'Italie pour isoler Rome et la forcer à conclure un traité de paix avantageux pour Carthage. Si Capoue, qui était pourtant une vieille alliée de Rome, avait changé de camp, les autres peuples, soumis plus récemment, pouvaient également le faire. Hannibal tenait le nord et le sud de l'Italie, il semblait être en mesure d'étouffer Rome. Le roi Philippe V de Macédoine s'est rallié aux Carthaginois. Une réaction anti-hellénique déferla sur Rome.
Caton l'Ancien invitait les Romains à revenir à leurs mœurs traditionnelles et à rejeter la décadence grecque. Mais la famille Scipion, qui dominait la vie politique romaine, restait attachée à l'hellénisme. Incapables de vaincre Hannibal en Italie, les Romains ont décidé de contre-attaquer sur d'autres fronts. Les Scipions ont conquis l'Ibérie punique qui était sous les ordres d'Hasdrubal Barca, le frère d'Hannibal. L'armée d'Hasdrubal essaya de rejoindre Hannibal en traversant de nouveau les Pyrénées, la Provence et les Alpes. Mais cette fois, les Romains attendaient les Carthaginois de pied ferme. Hasdrubal a été vaincu et tué à la bataille du Métare en 208. Une catapulte romaine a lancé la tête d'Hasdrubal dans le camp d'Hannibal. Les Romains ont fait une alliance avec le roi des Numides, Massinissa. Ce peuple de l'Algérie actuelle souhaitait se libérer du joug carthaginois. Les habiles cavaliers numides serviront d'appui tactique aux légions romaines. En Sicile, le général Marcellus a pris la ville grecque de Syracuse alliée à Carthage. Le savant Archimède déploya tout son génie pour contribuer à la défense de sa patrie. On raconte qu'il a fait placer d'immenses miroirs sur les murailles pour incendier les galères romaines grâce au reflet des rayons du soleil. Marcellus voulait capturer Archimède pour que Rome puisse bénéficier de son génie. Pendant le sac de Syracuse, Archimède resta à sa table de travail à faire des calculs. Un soldat romain lui demanda son nom. Le savant, trop concentré, ne répondit rien. Le légionnaire le perça de son glaive. Les Romains ont ensuite porté la guerre en Grèce. Ils ont appuyé le soulèvement de la Ligue étolienne contre Philippe V de Macédoine. En Italie, les Romains ont repris Capoue et massacré toute sa noblesse sénatoriale. Mais Hannibal tenait toujours le sud de l'Italie avec le soutien de la Grande Grèce. Sous le commandement de Publius Cornelius Scipion, les Romains ont joué le tout pour le tout en débarquant en Afrique du Nord. C'était risqué. Ils se souvenaient de la défaite de Régulus. Mais ils disposaient maintenant d'un allié, les Numides. Le Sénat de Carthage demanda à Hannibal de quitter l'Italie pour venir défendre sa patrie. Les riches marchands puniques n'avaient jamais soutenu les projets militaires de la famille Barca, mais ils venaient maintenant se jeter aux pieds d'Hannibal. Le général carthaginois quitta l'Italie en vainqueur. Il devra affronter un général romain à sa hauteur, Publius Cornelius Scipion, qui sera surnommé Scipion l'Africain. La plus grande bataille de toute l'histoire de l'Antiquité eut lieu à Zama en 202 avant Jésus-Christ. Hannibal fut vaincu pour la première fois de sa vie. Les cavaliers numides ont joué un rôle décisif dans la victoire romaine. Carthage doit capituler. Rome lui impose de dures conditions de paix. Carthage perd l'Ibérie et l'Afrique du Nord, sa flotte est détruite, elle n'a plus le droit d'avoir des éléphants, elle doit payer un tribut de 10 000 talents échelonné sur 50 ans. La cité punique garde son indépendance politique et son commerce maritime, mais ce n'est plus une puissance militaire. Les Romains ont confié aux Numides la tâche de la surveiller. Hannibal s'exile en Orient. Il se mit au service du roi Antiochos III de Syrie, mais sans grand succès. Il se réfugia ensuite auprès du roi Prusias Ier de Bithynie. Mais lorsqu'il apprit que son hôte voulait le livrer aux Romains, il avala le poison qu'il gardait dans sa bague depuis des années. Les Romains ont ensuite fait la conquête du monde hellénistique. Ils ont rapporté les deuxième et troisième guerres de Macédoine. À la bataille de Cynocéphale, en 197, la Légion romaine a surpassé la phalange macédonienne, pourtant réputée invincible. En 146, la Grèce a été divisée en 4 provinces romaines. Mais comme l'écrivait Horace, la Grèce conquise a conquis son farouche vainqueur et elle a porté les arts au sein du Latium rustique. Les Romains vont toujours reconnaître la supériorité culturelle de la Grèce et les Grecs vont toujours considérer les Romains comme des barbares.
Les Romains ne seront jamais invités à participer aux Jeux olympiques, qui étaient le symbole de l'unité et de la supériorité de l'Ellade. Scipion l'Asiatique a vaincu le roi Antiochos III de Syrie. L'ancien empire d'Alexandre le Grand était maintenant sous la domination de Rome. Le siècle des Scipions marque l'apogée de la République romaine. En 168, le roi Antiochos IV de Syrie a déclaré la guerre à son ennemi traditionnel, le roi d'Égypte, sans la permission de Rome. Il n'avait pas encore compris que Rome était maintenant l'arbitre du monde. Le légat romain, Popilius, traça autour d'Antiochos un cercle dans le sable en lui disant « Tu ne sortiras pas de ce cercle tant que tu n'auras pas fait la volonté du Sénat et du peuple romain. » Antiochos sortit immédiatement du cercle en promettant d'obéir aux ordres de Rome. Le roi Attale III de Pergame s'est montré plus réaliste. Il stipula par testament que son royaume serait légué à la République romaine après sa mort. En 133 avant Jésus-Christ, Rome dominait tout l'Orient à l'exception de l'Égypte. Mais les Grecs verront bientôt que le joug romain n'était pas léger. En 146, la ville de Corinthe a été rasée sous un prétexte futile parce que son port de commerce nuisait au port d'Ostie. Tous les hommes ont été massacrés, les femmes et les enfants ont été vendus comme esclaves. Carthage a subi le même sort que Corinthe et pour la même raison. La cité punique ne posait plus aucune menace militaire pour Rome, mais son port de commerce nuisait aux marchands romains. Caton l'Ancien se fit le porte-parole des intérêts commerciaux du port d'Ostie. Delanda Carthago, il faut détruire Carthage, répétait-il constamment au Sénat. Caton l'Ancien se présentait comme le gardien des traditions romaines, mais il était en réalité le défenseur de la nouvelle et puissante classe marchande qui portait le nom de classe équestre, mais qui n'avait plus rien à voir avec les cavaliers des premiers temps de la République. En 149, les Romains ont incité les Numides à envahir ce qui restait du territoire punique. Les Carthaginois ont demandé au Sénat romain le droit de se défendre pour respecter les conditions du traité de paix de 201, mais Rome a refusé. Les Carthaginois ont néanmoins repoussé les pillards numides. Le Sénat a déclaré la guerre à Carthage sous prétexte qu'elle avait rompu le traité de paix. Scipion Émilien, surnommé le Second Africain, commandait les troupes romaines. Les Carthaginois ont résisté pendant 3 ans sous la conduite d'Esdrubal le Béotarque. Les derniers défenseurs de Carthage ont préféré se jeter dans les flammes plutôt que de se rendre. La ville a été complètement rasée. Les survivants ont été déportés pour être vendus comme esclaves. Les Romains ont brûlé la bibliothèque de Carthage pour effacer tout souvenir de la cité punique. Ils ont labouré le sol et semé du sel pour chasser les dieux protecteurs de Carthage. Les Romains ont réalisé un génocide parfait. Les Puniques n'ont laissé aucun peuple derrière eux, on n'a conservé aucune trace de leur langue. Pour effacer jusqu'au souvenir de la cité punique, les Romains vont fonder sur le même site une colonie qu'ils appelleront Carthago Nova. Contemplant les ruines de Carthage, Scipion Émilien aurait dit « Elle finira par tomber, elle aussi, Ilion la superbe ». Ilion, c'était l'autre nom de la ville de Troie, dont les Romains prétendaient descendre. Scipion prédisait ainsi la chute de Rome. Il était assez lucide pour savoir qu'aucun empire terrestre ne doit se croire immortel. Mais la chute d'Ilion la superbe n'était pas pour bientôt. L'Empire romain va dominer tout le bassin de la Méditerranée pendant plus de 6 siècles. Mes salutations patriotiques et union de prière.